Bonjour à tous et bienvenue dans le coin sport. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à m'excuser pour ma voix et la façon dont je parle. Je suis extrêmement malade depuis Noël, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. J'espère que la semaine prochaine ce sera mieux, mais je vais au stade ce week-end donc j'ai très peu d'espoir sur le fait que je vais réussir à me guérir. On croise les doigts et je m'excuse encore une fois pour la qualité de ma voix. Aujourd'hui, on va parler de la 14e journée Top 14 qui s'est déroulée ce premier week-end de janvier 2025 et qui a été... ça a été une bonne journée d'hiver, on va dire ça comme ça. On va commencer tout de suite avec le premier match de la journée qui a été Toulon-Racing. Les Toulonnais l'emportent à la maison 36-24. C'était un match un petit peu piège, je pense. C'est vrai qu'en général, le Racing contre Toulon, c'est des matchs qui sont compliqués. En début de saison, ça a été un match compliqué. Il me semble même que le Racing a gagné. Mais Toulon, encore une fois, confirme que c'est pas juste quelques bons matchs et qu'ils ont une vraie profondeur d'effectifs et qu'ils se sont vraiment complètement préparés à rivaliser avec l'UBB et Toulouse, qui, je pense, pour l'instant, sont encore dans leur ligue à eux, ensemble. Ces deux effectifs-là, à mon avis, sont juste quasiment imbattables cette saison. C'est très très fort, c'est très très bon. Mais ce n'est pas le sujet. En première mi-temps, moi, devant ma télé, il y a eu un moment où je me suis dit Toulon va pas y arriver. Toulon va se faire dominer par un Racing malade. Toulon va pas y arriver. Et au final, avant de rentrer au vestiaire pour la fin de la première mi-temps, Toulon enfonce vraiment le clou. Et après ça, je pense qu'il n'y avait plus trop de doute sur le fait qu'ils allaient gagner et qu'ils allaient réussir à prendre ce match-là. Au final, comptablement, Toulon pouvait perdre. C'était pas spécialement grave. Mais en plus, avec le bonus qui est obtenu à la dernière minute, ça ne fait que consolider leur place dans ce top 3 qui, à mon avis, va être très serré sur le reste de la saison. Et en plus de ça, le Racing va pas assez bien pour que ce soit un adversaire de taille pour un Toulon aussi fort. Ensuite, on avait le multi-rugby avec Montpellier-Bayonne. Les Montpelliérains gagnent 42-10. Et là, j'avoue que c'était un peu un non-match. 42-10, c'est énorme, puisque c'est normalement deux équipes qui peuvent se jouer. Montpellier est en belle remontée depuis le début de la saison. Bayonne a un niveau qui est à souligner depuis également le début de la saison. Et malgré tout, on a un match où il n'y a pas spécialement eu de suspense et où les Bayonnais ont, je pense, un petit peu perdu tout seuls leur match, malgré le fait que Montpellier est très très bien joué. Bayonne fait encore beaucoup trop de fautes en fait. Je crois qu'ils sont dans la vingtaine de fautes, ils sont un tout petit peu en dessous des 20 il me semble. Mais c'est beaucoup trop à ce niveau-là, ça fait des semaines que c'est le même discours. Depuis le début décembre, ils font quand même beaucoup de fautes et ça coûte cher, tout simplement. Donc il va falloir que Bayonne se reprenne. Du côté de Montpellier, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, ils confirment en fait leur forme des dernières semaines et ils confirment le fait que ils ont des bons joueurs et que surtout à l'avant, je trouve. Alors il y a des très belles réalisations des trois quarts, il y a des très bons trois quarts. Ils font, mais je pense que, enfin, moi je veux souligner le travail d'avant de Montpellier. Il me semble que je l'avais dit aussi avant Noël. C'est juste presque parfait pour les avants de Montpellier. Enfin, c'est pas parfait bien sûr, mais il y a vraiment eu un travail de fond, ça se voit sur les avants et c'est les bases du rugby au final. Donc, s'il y a des trois quarts, enfin, les trois quarts peuvent pas tout faire, les avants non plus, hein, mais les avants peuvent faire avancer.
sans mauvais jeu de mots, l'équipe un petit peu plus parce que c'est eux aussi qui font le jeu arrêté. C'est un jeu qu'il faut continuer à avoir pour pouvoir être fort. Je sais pas si ça va les emmener bien plus loin que les quarts de finale, mais ce serait déjà un énorme pas, même s'ils se qualifient pas, on va pas se mentir, comparé à l'année dernière où Montpellier finit sa saison à Grenoble sur un match extrêmement serré où honnêtement moi devant ma télé je voyais Montpellier descendre en Pro D2 et ça aurait pas été un scandale que Montpellier perde ce match. Ils gagnent ce match sur pas grand chose il me semble, une action, enfin ils sont le match doit se jouer à moins de 5 points. Donc voilà, quand on voit où ils ont fini l'année dernière, même où ils ont repris cette année, puisque c'était un projet bien en construction en début d'année. Et là, depuis quelques semaines, ça se voit qu'il y a eu du progrès et ça fait plaisir à voir côté rugbystique. Je parle pas du côté extra-sportif de Montpellier, mais côté rugby, ça fait plaisir de voir une équipe qui arrive à se relever comme ça. Ensuite, on avait le match Lyon-USAP. Donc, deux équipes de très bas de classement qui doivent être 12 et 13e, non, 12 et 11e, il me semble, quelque chose comme ça. Deux équipes qui ont du mal, deux équipes qui sont en recherche de quelque chose. Et c'est Lyon qui prend le dessus sur l'USAP, 17-12. Cette victoire-là, pour les Lyonnais, elle vaut de l'or. Ça faisait depuis mi-octobre qu'ils n'avaient pas gagné en top 14. À mon avis, dans les têtes des Lyonnais, ça fait beaucoup de bien d'avoir gagné ce match, même si je pense qu'ils se sont fait très peur. Je pense qu'il y a eu des mauvaises décisions du côté tactique lyonnais, comme sur d'autres terrains. Où, par exemple, en fin de rencontre, il y a eu 2 pénal-touches où Lyon préfère prendre la touche au lieu de jouer les points. C'est risqué parce que on sait jamais ce qui peut se passer. On peut toujours se prendre un essai casquette, un truc un peu bête. Surtout face à une équipe de l'USAP qui des fois sort des trucs un peu fous. Voilà, 2 pénalités en plus, même si le buteur en passe qu'une seule, on se met un peu plus loin quand même. Donc peut-être que c'est des choses à revoir aussi, peut-être qu'ils contre d'autres équipes qui ont peut-être plus une profondeur, qui sont un peu plus sûrs dans leur rugby, il va falloir faire ces choix-là. Mais malgré tout, ça paye, il faut le dire. Lyon a su prendre les 4 points où ils étaient contre l'USAP ce week-end à Gerland et on va voir ce que ça va donner les prochains week-ends. Je doute extrêmement fort qu'ils jouent la Challenge Cup et c'est pas plus mal. Il va falloir faire jouer des joueurs qui jouent pas beaucoup pour les mettre en jambes et puis se remettre la tête dans le top 14 pour les doublons parce que pour des équipes comme ça, les doublons, ça peut être une bonne occasion de mettre quelques points qui seraient peut-être pas mis si tous les internationaux étaient dans leurs équipes respectives. Il y a quand même 6 ou 7 semaines, il me semble, où les internationaux ne sont pas ou peu disponibles. Donc, il y a sûrement des choses à jouer. Je ne sais pas qui Lyon reçoit et où Lyon se déplace, mais il va falloir regarder le calendrier et voir si Lyon a peut-être l'opportunité de remonter un petit peu et de se faire moins peur sur la fin de saison. Donc voilà. Du côté de l'USAP, honnêtement, c'est une mauvaise semaine après la victoire la semaine dernière à La Rochelle. C'est compliqué de faire de voir le match comme ça parce que même s'il y a eu des positifs, notamment la mêlée qui a été très bonne, ça n'a pas fonctionné en fait, tout simplement. Et on sait que l'USAP c'est fort à la maison aussi, donc pareil que pour Lyon, ça peut être des choses à jouer pendant les doublons, etc. Je pense pas que Perpignan va perdre tant de joueurs que ça, s'ils en perdent.
Donc voilà, ce sera pareil que Lyon, il va falloir essayer de capitaliser, de trouver des points là où il y en a, même un par-ci par-là, mais voilà. Donc là, ils s'offrent quand même, ils s'offrent le bonus puisqu'ils sont à 5 points. Donc bon, on peut pas dire qu'ils n'ont pas su profiter de l'opportunité de prendre au moins un point. Mais c'est vrai que le match était sûrement à leur portée et il leur manquait pas grand-chose pour faire à part la réalisation parce que le jeu a été un petit peu stérile quand même pendant une grosse vingtaine de minutes. Donc, donc ça a été un match ouais, compliqué, pas super à voir honnêtement, mais il fallait le gagner pour Lyon et c'est dommage que l'USAP le perde. Mais ça aurait été dommage aussi que Lyon le perde. Donc c'est le problème de ce genre d'équipe quand ça va pas super bien, c'est des deux côtés c'est dommage. Quand ça perd, c'est bien quand ça gagne, quoi. Ensuite, il y avait le match Stade Français UBB où l'UBB gagne 46-19, 19-46 plutôt. Ça aurait pu être un match piège pour l'UBB qui se déplaçait à Paris. Pas mal de gens avaient dit, j'avais vu sur les réseaux sociaux, etc., que c'était un match où les gens voyaient peut-être le Stade Français gagner. On sait que le Stade Français, des fois, c'est pas bon, hein, on va pas se mentir, cette saison, ça va pas du tout au Stade Français. Moi, quand je vois le jeu, quand je vois ce qui sort dans la presse, etc., je comprends pas trop ce qui se passe dans les deux clubs parisiens, on va pas se mentir. Mais ils sont capables des fois de sortir des super bons matchs. Mais au contraire, l'UBB a été sur un tableau de marche où ils se sont jamais relâchés et ils ont toujours continué à garder de la pression sur Paris. Et quand Paris a lâché en deuxième mi-temps, parce que Paris n'est pas sorti du vestiaire en deuxième mi-temps, ils ont tenu tête à l'UBB. En première mi-temps, plus ou moins, on va pas se mentir, il y avait quand même un écart de niveau qui se voyait à certains moments. Mais en deuxième mi-temps, Bordeaux a complètement pris le dessus sur Paris. Et je pense qu'à partir de la 60e, Paris n'avait plus aucune chance. Et en plus de ça, dans des jours comme ça, où il y a une équipe à l'UBB, où il y a des joueurs comme Louis Bielbiarré, où samedi, moi j'avais l'impression qu'il avait tout pour lui. Le petit rebond qu'il a, où il a de la chance, hein, parce que les rebonds c'est de la chance au final, pour aller marquer son essai, c'est juste magnifique à voir. C'est dommage pour l'équipe d'en face parce que c'est imbattable ce genre de mec. Il va trop vite et il est trop bon. Quand en face il n'y a pas une équipe monstrueuse, c'est très très dur à battre. Et de toute façon, voilà, le Stade Français avait lâché au bout d'un moment, donc voilà, je suis plutôt d'accord avec les mots de l'entraîneur de Paris qui dit que ils ont un petit sentiment de honte par rapport à ce genre de match. Et il faut s'en servir pour construire des choses. J'espère en tout cas qu'ils vont s'en servir pour construire des choses. Là, le Stade Français, ça fait très très peur. Pour eux, hein, c'est très compliqué. Ils sont à 7 points de Vannes, mais pour ceux qui suivent un petit peu la Pro D2, le haut de tableau de Pro D2 est extrêmement fort depuis le début de la saison. Et j'aimerais pas être l'équipe qui va aller jouer un barrage là-bas. Que ce soit Grenoble, Brive, ça peut être qui d'autre ? Ça peut être peut-être Provence. Toutes ces équipes-là, j'aimerais pas aller jouer un barrage dans leur stade. Donc ça va être de très beaux matchs, je pense. Et peut-être qu'on va avoir deux équipes qui vont monter. On verra. Mais voilà, le haut tableau de Pro D2 est très très fort. Et même si peut-être que c'est pas des équipes qui vont réussir à se maintenir sur le long terme, ça dépend du projet. Ça va être des matchs compliqués, donc les équipes de bas de tableau, je pense, commencent à avoir un petit peu peur parce qu'on est à une moitié de championnat, plus une journée. Ce sera d'ailleurs le sujet du podcast de la semaine prochaine, on fera un petit peu le bilan de cette première moitié de saison. Alors avant de parler de ce match, de ce fameux match du samedi soir, on va parler de Cast-Pau. C'est le match que j'ai pas vu, j'ai vu que le résumé. Donc Castres gagne 24-19 dans un match qui avait l'air quand même assez serré.
Castres, moi j'ai l'impression, a réussi à capitaliser sur les faiblesses et les fautes des Palois. C'est ce que fait bien Castres en général. Les deux équipes se sont un petit peu neutralisées. Pau revient à la 70e malgré tout, mais après il n'y a plus rien qui se passe. Donc moi je trouve que ça fait 2-3 matchs où Castres a un peu plus de mal. Il va falloir voir dans quelques semaines si ça continue ou s'ils se reprennent un petit peu et qu'ils arrivent à faire des plus gros matchs. Mais Pau a plus besoin de points que Castres. Je pense que les Palois en sont très conscients. Et Castres, c'est une équipe où il y a du bon jeu, où ils savent en général gagner ce genre de matchs qui sont compliqués parce que le temps n'était pas non plus radieux. Et maintenant, on arrive au match Stade Rochelais contre le Stade Toulousain. Les Rochelais l'emportent à la sirène 22-19 dans un match qui a été, ma foi, très discuté. On en a entendu parler toute la semaine, puisque ça a été dit la semaine dernière que Toulouse allait faire plus que tourner, puisque tous les gens qui seraient sur la feuille de match contre La Rochelle ne seraient pas du voyage en Afrique du Sud. Donc Toulouse n'avait que très peu de joueurs qui n'étaient pas en contrat jeune ou espoir sous le coude pour pouvoir jouer le match contre le Stade Rochelais. Beaucoup de gens se sont... Des gens, on va dire beaucoup, des gens se sont indignés du fait que, en plus de ça, ce soit le 100e guichet fermé à Marcel de Flandre et que le Stade Toulousain allait pas vraiment honorer le championnat. C'est une autre discussion qu'on pourra peut-être avoir dans 2 semaines sur la dernière journée de poule de Coupe d'Europe. Mais c'est aussi un problème de calendrier, c'est pas juste un problème de pas vouloir. À la fin du match, moi j'ai l'impression que La Rochelle est plus déçue d'avoir gagné que Toulouse d'avoir perdu. C'est très très triste à voir parce que les Rochelais se sont pas spécialement réjouis de leur victoire, ils étaient pas joyeux, il y avait des visages encore tendus. Et ça fait déjà quelques semaines que le Stade Rochelais est un petit peu en difficulté et où il y a des petits problèmes, ils se trouvent pas. Moi je trouve que le jeu derrière est pas catastrophique mais assez stérile, il y a très peu de production. Ça se voit fondamentalement qu'il y a des problèmes à La Rochelle. De ce qu'a dit Ronan O'Gara, les joueurs ont l'air d'être tendus et il est peut-être la source de ces problèmes. Il y a quand même, ça fait déjà quelques temps que il y a des discussions autour du poste de Ronan O'Gara et de sa façon de gérer les hommes. Il a fait du bien à La Rochelle, c'est clair. Il n'y a pas à discuter ça. C'est lui qui a amené La Rochelle où ils en sont aujourd'hui avec 2 titres européens qui sont des titres extrêmement importants et qui sont les premiers titres très reconnus dans le rugby, puisqu'ils ont été bien sûr champions de Pro D2 il y a une dizaine d'années maintenant, peut-être sûrement même plus. Ouais, il y a une grosse dizaine d'années, je pense que c'était début 2010. Mais c'est des titres internationaux en fait. C'est des titres où on peut mettre des petites étoiles sur le maillot. Je pense que La Rochelle arrive à la fin d'un cycle et que il va y avoir des changements. Je pense. J'espère aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des problèmes fondamentaux dans le vestiaire. Quand un entraîneur est capable de dire que ses joueurs sont tendus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Malgré tout, le recrutement de La Rochelle pour l'année prochaine a l'air d'être très bien fait, très ciblé. Ils vont recruter des joueurs qui vont aider sûrement à raviver un petit peu cette équipe et qui vont soutenir les cadres dans un plan de jeu un petit peu plus abouti qu'on peut avoir depuis début de la saison, si ce n'est un petit peu plus. Donc on verra, mais je pense que le Stade Rochelais, il va falloir qu'il fasse très attention à eux et qu'il fasse probablement des changements sur les prochains mois avant le début de la saison 2025-2026. Voire espérer revenir à un meilleur niveau et espérer revenir sur le toit de l'Europe.
et peut-être dans quelques temps sur le toit de la France avec un bouquet de Brennus. De l'autre côté, on a une équipe de Toulouse qui avait l'impression d'être... Enfin, moi, m'a donné l'impression d'être heureuse de perdre. Cette génération de jeunes Toulousains qui a joué ce week-end est exceptionnelle. On voit souvent, quand il y a des jeunes, quand il y a des équipes qui font tourner, même à Toulouse, des gens qui ont du mal à jouer ensemble, qui se trouvent pas, le plan de jeu est pas au point, il y a des petits soucis. Alors oui, quasiment tous ces jeunes-là jouent ensemble en espoir et même probablement avant certains, donc c'est un peu plus facile de se trouver, mais il y avait quand même des joueurs plus aguerris de Toulouse qui étaient dans ce groupe-là, donc il a fallu aussi les intégrer dans ce plan de jeu que Toulouse a, dans tout ça. Alors le plan de jeu toulousain n'est pas le plus dur, mais ils auraient pu complètement dérailler, ils auraient pu ne pas tenir les 80 minutes. Oui, il y a des fautes bêtes, oui, il y a des choses qui sont pas à faire quand on joue en top 14. Il y a des petits trucs qui vont pas, mais ils ont réussi à tenir tête aux Rochelais qui avaient peur de perdre en plus de ça parce que ils savaient très bien contre qui ils allaient jouer, ils savaient très bien que ça allait être une équipe de Toulouse avec... je crois que la moyenne d'âge c'était 22 ans, enfin c'est extrêmement jeune. Contre une équipe de La Rochelle qui n'était pas vraiment remaniée. Il y avait Brice Dulin, Grégory Eldrit, Winnie Antonio, Wardy. Tous ces gens-là, c'est des gens qui jouent à La Rochelle toutes les semaines. Donc, c'est deux équipes complètement différentes, deux constructions complètement différentes. Et c'est Brice Dulin, il me semble, sur Canal, qui a quand même dit qu'ils avaient peur de perdre, quoi. Et ça s'est vu dans le jeu des Rochelais. Ils étaient fébriles complètement et les Toulousains étaient complètement désinhibés parce que eux s'en foutaient, quoi. C'était pas grave s'ils perdaient, ils ont perdu de pas grand chose. Toulouse repart avec un point quand même, ce qui est quand même beau, on va pas se mentir. Et franchement, ouais, félicitations à tous ces jeunes-là parce qu'il y a du talent, ça se voit. J'espère qu'ils vont pouvoir soit continuer leur carrière à Toulouse et pouvoir jouer avec l'équipe ou alors aller dans d'autres équipes de Pro D2 ou Top 14 pour pouvoir avoir des minutes de jeu parce que ça se voit que il leur manque que ça en fait. Pour certains, il leur manque que des minutes de jeu pour pouvoir progresser et sûrement exploser. Donc j'ai hâte de voir cette nouvelle génération et je pense que on a encore de très très belles années de rugby devant nous avec des générations comme ça qui arrivent à maturité parce qu'ils ont à peine la vingtaine pour la plupart d'entre eux. Dernier match de cette 14e journée de top 14, Vannes ASM. Les Vannetais perdent le match 19-20. L'ASM fait énormément de fautes, ce qui les pénalise. Je crois qu'ils font 16 fautes, sans compter les en avant. Ils n'ont pas fait beaucoup d'en avant, mais 16 fautes, ça reste quand même pas mal. C'était un match très très haché, il y avait énormément de coupures. Il me semble que sur Canal, ils ont dit qu'il y a eu 14 minutes seulement de temps effectif de jeu en première mi-temps. Ce qui est vraiment pas beaucoup, il doit pas y avoir eu bien plus en deuxième. C'était triste à voir. Moi j'ai l'habitude de regarder Vannes, j'aime beaucoup cette équipe, ça fait quelques années que je suis. Et en fait là je les vois jouer comme si ils avaient... Je sais pas, comme s'ils avaient rien à jouer en fait, alors qu'ils sont en pleine lutte pour le maintien, alors ils sont en lutte avec eux-mêmes. Et un petit peu avec le Stade français, mais ça on va avoir une confrontation directe dans la prochaine journée de top 14, donc il va y avoir des réponses claires et nettes pour et le Stade français et Vannes. Donc faudra voir dans les semaines qui restent, mais Vannes a déjà un bout de pied en Pro D2, je pense, malgré tout. C'est dommage parce que ça se voit que il y a quelque chose, il y a un plan, ils veulent se maintenir, ils veulent jouer au rugby, ils veulent faire des choses, mais ils sont infructueux quand il faut l'être en fait, quand il faut mettre des points, ils les mettent pas. Et ça fait plusieurs semaines que c'est ce qui revient.
Et malgré tout, il n'y a pas d'évolution du côté Vante et c'est dommage. Et c'est ce qui va sûrement les perdre s'ils continuent à s'obstiner à faire ça. Parce que normalement, Clermont, c'est pas spécialement une équipe à la portée des Vante, mais ils avaient des joueurs qui revenaient, et puis ils ont fait aussi beaucoup de fautes, donc les Clermontois étaient à la portée de Vannes sur ce match-là. Preuve étant, on finit 19-20. C'est un petit peu la même physionomie que contre Bayonne, mais Vannes a réussi à défendre un petit peu mieux et à moins laisser filer l'équipe adverse que contre Bayonne. Mais il y a un manque de réalisme qui est cruel du côté Vante et j'ai entendu la déclaration de Jean-Noël Spitzer qui dit que ils prennent les touches parce qu'ils préfèrent occuper le terrain parce qu'ils sont pas bons sur leur envoi. Bah, c'est un axe de travail en fait. Quand il y a un buteur comme Maxime Lafage qui est très très bon pied, qui a un petit peu plus de 80% de réussite, qui est dans les meilleurs marqueurs du top 14, dans le top 5 des meilleurs marqueurs du top 14, il faut en profiter. Il faut en profiter parce que il y a 3 ou 4 touches qu'ils prennent qui sont assez près de l'embut pour que Maxime Lafage puisse en passer au moins une, et une ça suffit pour gagner le match, et ça fait une victoire à 4 points au lieu de là avoir qu'un seul point qui les assoit encore plus à cette position de 14e et qui les met encore plus en difficulté, quoi. Donc oui, c'est cruel, et encore, j'aurais peut-être pas le même avis, et enfin, je pense que si, mais si Van avait été dominant en touche et en mêlée, peut-être que le match aurait été différent et que les Vantais auraient moins de regards en coin sur leur façon de jouer les pénalités. Mais Van n'a pas su continuer à être aussi fort en touche qu'il l'était l'année dernière en Pro D2 et en mêlée. En top 14, depuis le début de la saison, c'est pas leur point le plus fort, ou en tout cas c'est très en dents de scie. Il y a des matchs où ils vont être bons, il y a des matchs où ils vont être bien moins bons, comme ils l'ont été dimanche face à la SM. Et là, ça leur coûte en fait. Ça leur coûte un match, ça leur coûte d'être à 7 points au lieu d'être à 3 ou 4 points du Stade français. Et c'est la grosse sonnette d'alarme parce qu'on est à la 14e journée, parce qu'on a passé la mi-championnat, parce que Van a très peu de points. Van a 14 points ou 17 points, je ne sais plus. En tout cas, Van a moins de 20 points et c'est très très alarmant pour une équipe qui n'avait pas l'objectif de redescendre en Pro D2. Malgré tout, pour l'instant, c'est l'avenir qu'ils ont, c'est de redescendre en Pro D2. Alors, rester en Pro D2 un an ou deux pour gagner un peu plus d'argent, avoir les fonds pour pouvoir remonter en top 14 et essayer d'y rester et de se maintenir, mais c'est très très dur. Je sais pas, mais en tout cas, Van, ça fait très très peur pour eux. Je doute que les doublons vont faire du bien comme ça peut faire sur d'autres équipes, puisque Van va perdre peut-être 1 ou 2 jeunes, notamment peut-être Takola, je ne sais plus. Je crois que les 2 jeunes qui sont potentiellement sélectionnables, c'est Takola et Kotarmanak. Takola a joué contre l'ASM, mais ils ont de quoi le remplacer puisqu'il a joué que quelques matchs depuis le début de la saison. Kotarmanak, je l'ai vu une seule fois, il me semble, et c'était contre les Black Lions en première journée de Challenge Cup. Donc ça va pas leur faire grand chose, mais s'ils manquent de réalisme comme ça, ils vont sûrement pas savoir et pas réussir à profiter du manque de joueurs dans certaines équipes et de gagner des matchs ou de profiter des faiblesses adverses en fait. Et malheureusement c'est pas du niveau d'une équipe qui veut jouer en top 14, parce que en top 14 il faut prendre tout ce qu'on a. Il n'y a pas que Vannes, hein, c'est ce que j'ai dit aussi pour Lyon, ils n'ont pas su profiter aussi des petites fautes au lieu de prendre des pénales touches, de prendre des pénalités au pied quand on a des buteurs qui sont performants. C'est aussi pour ça que les buteurs performants sont
en demande dans toutes les équipes parce que toutes les équipes savent que c'est ce qui peut faire un match. Du côté de Clermont, c'est moins bien que les semaines les semaines passées. Mais c'est pas catastrophique. Ils ont gagné, hein, donc forcément, ça c'est deux ou trois défaites d'affilée qu'ils avaient, donc ça peut que leur faire du bien de gagner. C'est pas la plus belle victoire, mais voilà, ils avaient des joueurs qui revenaient, et tant mieux parce que ça a bien coïncidé avec la blessure d'Urdabileta. C'est toujours mieux quand les joueurs se blessent, on va pas se mentir, mais voilà, ils avaient de quoi remplacer Urdabileta sans être catastrophés. Donc voilà, je pense que clairement il va falloir qu'ils utilisent la Challenge Cup pour se relancer un petit peu, redonner un petit peu de rythme à tous leurs joueurs et de relancer l'équipe comme ils ont réussi à faire sur les 2 premières journées de Challenge Cup. Maintenant, un tout petit point classement avant de discuter un petit peu de pourquoi les équipes qui montent en top 14 de Pro D2 ont tant de mal à survivre et ont tant de mal à essayer de se maintenir. Il y a très peu d'équipes depuis 10 ans qui arrivent à se maintenir et qui arrivent à rester en top 14. Et on va essayer de voir un petit peu pourquoi, voir comment ça se fait. Et voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Donc voilà, petit point classement et prochain match. Donc qui seront le 25 et 26 janvier pour la 15e journée de top 14. L'UBB est seul en tête avec 50 points et recevra le Loup Rugby sur la prochaine journée. Le Stade Toulousain 47 points est deuxième et recevra le MHR. Toulon à 43 points est troisième et recevra également La Rochelle. L'ASM est quatrième, donc voilà, c'est bien ce que je disais, pas d'alarme à Clermont, même s'ils avaient perdu les 2 matchs d'avant. Il n'y avait rien de grave et ils se maintiennent bien pour l'instant dans le top 6. Et eux, par contre, se déplaceront à Pau. L'Aviron Bayonnais est 5e avec également 38 points, mais c'est l'ASM qui avait gagné la confrontation directe. Donc c'est l'ASM qui est 4e. Les Bayonnais se déplaceront à l'USAP. À mon avis, ça peut être un très beau match. Sachant comment l'USAP joue à la maison. C'est 2 équipes qui sont très très bonnes à domicile, donc je pense que ce sera un match à regarder. Le Stade Rochelais est 6e à 36 points. Et eux, du coup, se déplaceront à Toulon. Le MHR est 7e avec 34 points. Déjà dit, il se déplace au Stade Toulousain. Le Castres Olympique a 31 points et 8e, et eux se déplaceront dans la capitale pour aller jouer le Racing 92 qui est 9e avec 26 points. Le Loup Rugby remonte bien et à égalité avec le Racing à 26 points. Et eux, du coup, se déplaceront à l'UBB. La section paloise est un petit peu après avec 25 points. Comme j'ai dit, ils reçoivent l'ASM sur la prochaine journée. L'USAP a 24 points et 12e. Ils recevront donc l'Aviron Bayonnais. Le Stade Français descend à la 13e place avec 23 points et eux donc iront à Vannes qui est 14e avec 16 points. Donc Vannes est bien décroché du Stade Français. Et donc ça me lance sur la discussion de pourquoi autant d'équipes font le yo-yo ou n'arrivent pas à rester en top 14 et malgré tout sont quand même assez forts en Pro D2. Alors il y a des équipes qui ont réussi à se maintenir, mais pour moi c'est soit des équipes un petit peu historiques. Donc on a Bayonne qui avait fait le yo-yo en milieu de 2016, 2017, tout ça. Et qui donc a eu le titre il y a 2 ans. L'année dernière c'est Vannes, l'année d'avant c'est Oyonnax et l'année encore d'avant c'est donc il y a 3 ans. Et Bayonne
a réussi à se maintenir. Alors l'année dernière, les 2 saisons après, ça a été un peu de mal, mais je considère Bayonne comme un club assez historique du rugby français quand même. Donc c'est un club où il y a des supporters, il y a un staff, il y a une connaissance du rugby dans la région, etc. Et également des joueurs qui ont sûrement permis à Bayonne de construire cette remontée, de construire cet effectif. Donc voilà, Bayonne a réussi, mais voilà. Donc l'année dernière, par exemple, il y a eu Oyonnax qui a fait une saison, je vais pas dire similaire à celle de Vannes parce que je trouve qu'Oyonnax avait eu aucune chance l'année dernière, malheureusement. Il y a eu des matchs où Oyonnax a même pas réussi à sortir un petit peu la tête de l'eau, à faire des choses, alors que Vannes produit du jeu malgré tout, et ce qui est vraiment dommage. Ensuite, on avait eu aussi Perpignan. Mais Perpignan, voilà, pareil, équipe assez historique du top 14, mais ça a été quand même très très compliqué, et je trouve que depuis leur dernière remontée, qui doit dater de 2018, je pense qu'elle date de 2018, la saison 2018-2019, où c'est quand même très très compliqué. On voit souvent Perpignan dans les dernières places. On a vu Perpignan jouer des access matchs. Donc, je trouve que ça reste une équipe qui a du mal à se maintenir et qui a du mal à ne pas se poser la question de la Pro D2. En ce qui concerne les autres équipes qui ont réussi à monter en top 14 et y rester, on a Pau, Lyon ou La Rochelle, mais c'est des équipes qui ont fait malgré tout un yo-yo. Je pense que c'est un petit peu la chose à retenir, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui a réussi à monter une première fois en top 14 et y rester. Il y a toujours eu une redescente, il y a toujours eu un autre pas à faire, une autre grosse marche à monter avant de pouvoir monter en top 14 et y rester. Et pour moi, le plus gros mal qui va avec ça, c'est le volume de matchs en top 14, en Pro D2 aussi, mais le niveau est un léger cran en dessous, et on le voit quand des équipes montent comme ça, quand ils sont pas surpréparés, ou alors quand ils n'ont pas recruté plein de joueurs qui ont déjà beaucoup joué en top 14, la marche entre le niveau de jeu de Pro D2 et le niveau de jeu en top 14 est souvent un peu trop grosse. Et ça, pour moi, en tout cas c'est un avis personnel, ça s'explique par beaucoup de choses, mais aussi par le fait que monter en top 14 demande intrinsèquement d'avoir une profondeur de groupe que beaucoup d'équipes ne peuvent pas se permettre. Je m'explique, même quand on monte de Pro D2 à top 14, quand on est bon dernier du championnat, on joue une des 2 Coupes d'Europe. Donc on joue toujours la Challenge. Et même en voulant faire tourner, beaucoup d'équipes ne peuvent pas faire tourner complètement. Il y a toujours des joueurs de l'équipe A qui vont se retrouver dans une équipe A'. Il y a toujours des joueurs qui font des feuilles de match importants qui vont se retrouver sur des matchs de Challenge Cup qui n'ont aucune importance pour un promu. Je suis la première à aller voir ces matchs, je dis pas le contraire. Preuve étant, ce week-end je vais à Vannes pour voir Vannes-Édimbourg, parce que ça reste des matchs de rugby qui offrent du jeu, ça reste des matchs qui de temps en temps sont quand même bien sympas à regarder. Et quand on aime une équipe, c'est quand même cool d'aller pouvoir voir des matchs. Mais voilà, le contraire de ça, l'autre facette de ça, c'est que c'est super fatigant pour les corps, c'est super fatigant pour les équipes, pour les staffs, et que des fois ça fait qu'il y a des petits coups de mou, parce qu'en fait un promu, pour essayer de se maintenir, doit faire une saison à 150% de ses possibilités, de ses capacités, et que beaucoup d'équipes ne peuvent pas rester à 150% sur toute la saison.
Et en plus de ça, quand on a des équipes qui surperforment, qui sont tellement au-dessus comme peuvent l'être l'UBB cette année, Toulouse en général, La Rochelle la plupart du temps, Bayonne cette année aussi est quand même vraiment bien. Mais voilà, quand il y a toutes ces équipes qui sont tellement plus fortes, l'écart de niveau sur certains matchs est tellement grand. Et je pense qu'il y a aussi ce coup de morale qui peut descendre pendant la saison quand il y a plusieurs défaites parce que un promu ne peut pas gagner non plus tous ses matchs, même si c'est un bon candidat à une stagnation en top 14 dans un ventre mou qui est déjà d'un très très bon niveau. C'est très très compliqué de pouvoir jouer tous ces matchs-là. On est le championnat qui joue le plus, donc ça fatigue les corps, ça fatigue les esprits. C'est pour moi un des plus gros facteurs parce que euh, bah, c'est comme s'il n'y avait pas d'impasse et on sait tous, quand on regarde le top 14 régulièrement, qu'il y a des équipes qui font des impasses sur des matchs et c'est pas grave entre guillemets quand on peut se le permettre. Un promu ne peut jamais se permettre de se relâcher et sur les périodes internationales, des fois n'a pas la chance de prendre des équipes qui les aideraient à potentiellement avoir une équipe B. Donc par exemple si on prend le cas de cette année où Vannes aurait pu potentiellement affronter l'UBB pendant les doublons du 6 Nations, ça les aurait peut-être aidés à pouvoir coller un petit peu à Bordeaux, mais c'est probablement pas ce qui va se passer. J'ai pas le calendrier de Vannes en tête, mais et je comprends hein, que ce soit pas fait exprès parce que il faut que ça reste égal pour tout le monde. Peut pas y avoir de favoritisme parce qu'on est promu. Et tout ça pèse dans la balance de la redescente en Pro D2 parce que les joueurs sont fatigués et quand soit il faut jouer un access match ou alors que au bout de 15-16 journées on se dit bon bah c'est mort pour nous, il y a cette forme de relâchement où ouais là du coup c'est sûr que c'est mort parce que au bout d'un moment comptablement il y a des choses qui se dégagent et qui se dégagent pas. Là comptablement Vannes a une ou deux chances encore peut-être, allez, s'ils arrivent à gagner le match contre Paris, peut-être qu'ils peuvent essayer d'accrocher cette 13e place et de rester vraiment pas loin et de faire des étincelles sur la fin de saison pour essayer de jouer l'access match et de potentiellement gagner. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le haut de la Pro D2 est très très fort et aujourd'hui, pour moi, Vannes a le niveau du haut de la Pro D2 et c'est absolument pas une insulte, loin de là. Vannes a un très beau jeu. Moi, j'apprécie très fortement regarder la Pro D2, c'est des matchs qui sont de bonne qualité, il y a des équipes qui ont envie et il y a un niveau de jeu qui est déjà extraordinaire pour une deuxième division, faut pas l'oublier. On a la chance en France d'avoir 2 championnats de qualité extrême qui font rayonner le rugby français à l'international malgré tout, puisque c'est des championnats qu'on nous envie, notamment le top 14, qui est un championnat qui est très connu dans le monde et qui est regardé par des gens qui ne sont pas français et qui n'ont de l'extérieur aucun intérêt à regarder le rugby français à part pour profiter du rugby qui est proposé par les équipes de top 14 et c'est un truc dont il faut être super fier quand on voit le nombre de joueurs étrangers qui déménagent pour pouvoir venir jouer en Pro D2 en France, c'est juste fou et je pense qu'il faut en être conscient, il faut en être très fier de ça. Et le niveau en top 14 est aussi haut parce que bien sûr, le fait de jouer des matchs européens / internationaux, puisqu'il y a maintenant l'Afrique du Sud,
fait progresser des équipes, dans les années, 2000-2010, quand le rugby anglais allait encore bien et que, en France, on se débrouillait pas trop mal, mais c'était pas ce que c'est depuis, 10 ans. En club, je parle. Bien sûr, je ne parle pas en sélection. Et bien, il y avait ce truc où, l'affrontement entre des clubs français et anglais permettait aux clubs, français de voir une autre façon de jouer parce que le rugby anglais a jamais été, vraiment le même que le rugby français. On voit ça, assez simplement dans le rugby international et ça permet de progresser comme, si on prend un exemple international, l'Italie a progressé en perdant contre des équipes bien plus fortes, mais ça permet qu'aujourd'hui l'Italie, ils font des matchs qui sont pas tout le temps ridicules. Oui, il y a des matchs qui sont très mauvais, mais il y a du progrès depuis, 10-15 ans en Italie et il faut pas le mettre de côté parce que c'est comme ça qu'on progresse. Le top 14 a toujours été un championnat au top, sans mauvais jeu de mots. Et pour des équipes, ne serait-ce qu'un cran en dessous, c'est super compliqué parce que l'apprentissage de ce niveau qui est encore un tout petit peu au-dessus est super dur. Et on le voit, hein, je parle de ça depuis 10 minutes, hein, donc on voit que c'est dur et c'est beau et en même temps c'est dommage parce que, à force, on va se retrouver à presque être en vase c'est un petit peu déjà ce qu'on a, c'est que c'est presque un vase clos en fait, puisqu'on a, on va dire, 12 équipes, 10 équipes, ouais, entre 10 et 12 équipes qui, on est quasiment sûr, seront en top 14 sur les 5-10 prochaines années. Et après, il y a 2-3 places qui, de temps en temps, vont changer. Il va y avoir des nouvelles équipes qui vont arriver. Alors, ouais, c'est bien. Ça permet à d'autres équipes de progresser. Quand moi, là, je vois en ce moment Grenoble, qui, je pense, sont un très très bon candidat pour essayer de monter en top 14 et peut-être d'y rester quelques années, de pouvoir profiter de jeunes, de pouvoir profiter de tout ce qu'ils ont fait ces 4-5 dernières années avec plein de joueurs, notamment dans leur centre de formation, parce que je pense qu'on peut ne pas oublier que le centre de formation de Grenoble a quand même formé des joueurs comme Louis Bielbiarré, qui ensuite a été débauché par l'UBB, ou Ange Capozzo, qui est aujourd'hui international italien et joueur de Toulouse. C'est aussi ça qui fait progresser des clubs, mais les jeunes, c'est pas tout. Il faut des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont déjà joué en top 14 parce que c'est plus compliqué, c'est plus physique et à l'exemple de Vannes, il faut être très 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 terre à terre et réaliste dans les matchs de rugby de top 14 puisque la décision de pas prendre des points et de prendre une touche peut tout changer dans une rencontre et s'obstiner dans des décisions peut complètement changer la physionomie d'un match et c'est le cas qu'on a avec Vannes aujourd'hui et c'est triste à voir parce que beaucoup d'équipes ont du mal à avoir ce recul de se dire est-ce qu'on fait des trucs qui sont pas bons, est-ce que il y a quelque chose qui va pas, pourquoi on en est là, pourquoi comme l'a expliqué Jean-Noël Spizer, pourquoi on subit en fait le top 14 et je trouve qu'il est... Alors je suis pas d'accord avec plein de choses qu'il a dit, mais ce que je retiens de cette interview après la défaite à Pau, c'est que il dit la montée en top 14, ça se construit et aujourd'hui on le subit, le top 14. Et c'est vrai, et c'est le constat, je pense, de beaucoup, beaucoup d'équipes qui montent en top 14 et qui, même en regardant, je pense, on a du mal à s'imaginer, enfin même moi, assis dans mon canapé, j'ai du mal à imaginer l'intensité d'un match de top 14. Il faut en parler aux joueurs qui les jouent et au contraire en Pro D2 qui est, je le répète, un championnat que j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a un championnat d'un niveau excellent. On peut se permettre de faire des fautes, on peut se permettre de faire un petit peu plus de cafouillis sur un ou deux matchs.
il y a des choses qui peuvent plus se tenter parce qu'il y a des joueurs moins expérimentés, il y a un peu plus de jeunes. Voilà, l'illustration, je trouve, de à quel point c'est compliqué de s'inscrire en top 14, c'est les joueurs de formation française dans des grands clubs qui vont faire 3, 4, 5 ans, 5 j'abuse peut-être un petit peu, mais qui vont faire quelques années dans des équipes de Pro D2 pour monter de niveau. Et ils le font pas un an, ils le font plusieurs années parce qu'il faut apprendre à jouer à un haut niveau et encore, ces joueurs-là sont pas tout le temps performants dès la première saison, il leur faut peut-être 1 ou 2 ans. Et en fait, au final, je pense que c'est ça la meilleure illustration de pourquoi les équipes ont du mal à s'inscrire dans la longévité en top 14 quand elles montent de Pro D2. Il faut du temps, il faut de l'apprentissage et c'est compliqué à avoir quand il y a une montée-descente. Alors, je dis pas du tout que je veux plus de montée-descente. C'est super bien et ça permet une rotation et ça permet à plusieurs équipes de profiter de cette montée des niveaux. Quand on voit que cette année, je pense que Grenoble est légèrement un cran au-dessus, mais il y a Béziers, Brive, toutes ces équipes-là qui sont 2, 3, 4e de Pro D2 qui vont se battre pour aller en finale et pour faire l'access match. C'est des équipes que moi j'ai envie de voir potentiellement en top 14, c'est des équipes que j'ai envie de voir un peu plus jouer. Et mais il faut en être conscient, je pense, dès la montée que rester en top 14, c'est pas donné et que ça va être très compliqué, même pour une équipe très très forte, même pour une équipe qui survole la Pro D2. Ça peut être très très compliqué de rester en top 14 et ça l'est. Donc voilà, je pense que, donc pour résumer un petit peu, il y a cet écart de niveau qui est léger mais qui suffit pour faire douter et tomber des équipes qui sont très très fortes en deuxième division. Et il y a aussi ce volume de jeu qui est demandé en top 14 qui est très très dur à tenir, qu'on a en Pro D2, mais en Pro D2 il y a un petit peu plus de vacances puisqu'il n'y a pas de créneau spécial internationaux. Donc c'est une projection sur la saison qui est bien différente du top 14. Et je pense que c'est aussi ce qui crée ce fameux écart de niveau qu'on voit. C'est tout pour moi, pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Si jamais vous voulez retrouver un petit vlog de mon expérience et de mon match à Vannes ce week-end, je vous donne rendez-vous dimanche sur Instagram ou TikTok pour voir tout ça. Et nous, on se retrouve donc mardi prochain où plus de la période européenne, on parlera de cette première partie de saison de top 14, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a appris, de ce que j'ai appris. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end de rugby.